Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo dédiée à l'analyse technique, en particulier sur l'utilisation du RSI et du MACD. L'objectif, ce n'est pas de faire un cours théorique sur ces indicateurs, mais plutôt vous montrer comment je les utilise au quotidien. Sur cette vidéo, je vais vous parler de mes deux principales utilisations. La première, le check du camp le plus puissant, et la deuxième, l'anticipation de mouvements grâce aux divergences. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. En préambule, je souhaitais aborder quelques points avant de passer à la pratique. Tout d'abord, on va voir ensemble ma définition, qui n'est pas très compliquée, mais il faut vraiment d'abord la comprendre. Donc ma définition, c'est très simple. Ce sont des indicateurs de force du marché de type momentum. Ils font apparaître qui a le plus de force dans cette dualité acheteur-vendeur. Ok. Donc on a les deux camps, les acheteurs et les vendeurs. Et grâce à ces indicateurs, on va pouvoir connaître qui a le plus de force, qui a le plus de puissance sur le mouvement en cours. Pourquoi j'utilise ces indicateurs? Alors, c'est très simple, ils ont tous les deux des similarités et des particularités. Donc, je combine les deux parce que le RSI, c'est un indicateur qui est borné, il est utile pour détecter des cassures de range notamment. Et le MACD, il est non borné et je le trouve plus réactif pour les mouvements de tendance baissière ou haussière. Ok. En tout cas, ils font tous les deux le boulot, sauf qu'il y en a un qui est plus réactif pour les cassures de range, c'est le RSI. Et le MACD, on le verra plus réactif sur des fins de mouvement haussiers ou baissiers. Quelles sont leurs particularités? Alors sur le MACD, on verra qu'on a un point de neutralité à 0. En dessous de 0, les vendeurs ont la main. Au-dessus de 0, les acheteurs ont la main. C'est très facile à comprendre. Sur le RSI, il est un peu plus complexe, mais vous allez voir que ce n'est pas compliqué non plus. La zone de neutralité est à 50. Au-dessus de 50, les acheteurs gagnent. En dessous de 50, ce sont les vendeurs qui dominent. La zone de surachat indique un mouvement plus élevé à l'achat que les mouvements précédents. C'est quand on sera supérieur à 70. Et la zone de survente, elle indique un mouvement plus élevé à la vente que les mouvements précédents. C'est quand on sera inférieur à 30. Quelles sont mes utilisations? La première utilisation, elle consiste à checker le camp qui a le plus de puissance. Et la deuxième, elle consiste à anticiper des mouvements potentiels grâce aux divergences. Ok. Donc, on va passer sur TradingView pour regarder un petit peu tout ça et on passe à la première utilisation. Donc, nous voici devant le graphique du BTC pour la première utilisation. Qui a le plus de puissance? Donc, les acheteurs ou les vendeurs. J'ai fait une petite illustration pour mettre en lumière justement les deux camps par rapport au cours. Je préfère aborder cette notion, même si elle est facile à comprendre, étant donné que ma chaîne, en fait, elle a un but pédagogique, je préfère commencer par la base. Voilà. Après, pour les plus expérimentés, je suis désolé, mais je préfère passer par là avant d'aller dans la complexité. Donc, j'ai le RSI qui est ici. Ok. Je vais d'ailleurs faire un peu plus de place. On aura une lecture plus agréable. Voilà. On a bien cet indicateur borné avec le point de neutralité à 50, les pointillés en jaune. On est en dessous de 30 avec les pointillés en blanc. On est au-dessus de 70 avec les pointillés en noir. Ok, donc RSI borné. Donc, pour rappel, je l'ai indiqué, au-dessus de 50, ce sont les acheteurs qui ont la main. En dessous de 50, ce sont les vendeurs qui ont la main. Pour le MACD, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'est pas borné. Donc, on a une échelle relative sur la puissance des mouvements. Donc, le point de neutralité à 0 sur les pointillés en rouge. Au-dessus de 0, les acheteurs ont la main. En dessous de 0, les vendeurs ont la main. Donc ça, c'est plutôt facile à comprendre. Maintenant, on va regarder l'influence du cours par rapport à ces indicateurs et la position de l'oscillateur. Donc sur le RSI, on voit bien sur les carrés en violet, j'ai mis la dominance des vendeurs. Et les carrés, enfin les rectangles en vert, c'est plutôt les acheteurs qui ont la main. Okay. Donc on peut s'apercevoir que sur le range qui est en cours sur le BTC, on a un bas de range ici et ça correspond bien à une zone en faveur des vendeurs, avec aussi également une zone de survente qui a failli justement casser ce support. On s'aperçoit que la zone de survente a un impact sur le cours car elle met en lumière une activité supérieure à la moyenne au niveau du camp des vendeurs. Donc il y a d'autant plus de chances de casser un support
quand nous nous trouvons en zone de survente et également d'autant plus de chances de casser une résistance quand nous nous trouvons en zone de surachat. Ok. Donc, je continue. Le RSI, il indiquait effectivement que les vendeurs avaient la main. Le MACD également, on voit bien qu'on a un ascendant au niveau des vendeurs, pas de souci. Ensuite, on voit que il y a une réactivité qui est plus ou moins la même sur les deux indicateurs. En tout cas, je préfère regarder le RSI pour sa partie bornée. Et comme je l'expliquais, je m'assure surtout de regarder les zones de surachat et de survente pour voir s'il y a des cassures de range. Voilà pourquoi je préfère utiliser le RSI sur les zones de range. Okay, donc je continue. Effectivement, ensuite on a une reprise haussière avec un haut de range ici. Et on peut s'apercevoir que les acheteurs ont repris la main. Également, MACD au-dessus de 0, pas de souci, très cohérent. On repart également en bas de range avec le rectangle violet. Le RSI indique effectivement un ascendant des vendeurs et le MACD également. Et on voit que la réactivité est bonne parce que quand on est revenu pendant un laps de temps court en haut de range, le RSI nous a indiqué cette information et le MACD également. Ok. Donc là, voilà, ça c'est la première utilisation. Nous constatons, nous observons uniquement le niveau, en fait, la puissance du mouvement en faveur des acheteurs ou des vendeurs. Ok. Avant de vous expliquer les divergences, je voulais vous montrer l'utilité de combiner les deux indicateurs pour leur réactivité qui est différente selon le type de tendance. Et je vous parlerai aussi des convergences parce qu'il faut quand même en parler. Si on parle de divergence, il faut parler également de convergence. Donc on va commencer par la réactivité du MACD versus RSI. Alors, j'avais noté ici, pour l'exemple, sur cette tendance haussière, donc je reprends mon petit pinceau parce que j'aime bien gribouiller, on a effectivement une montée du cours. On a effectivement le RSI qui a vu aussi son oscillateur monter. On a du coup une convergence sur l'indicateur avec le cours. Et le MACD a également une montée de son oscillateur. Ok. La réactivité du MACD vis-à-vis du RSI, vous allez voir qu'elle est beaucoup plus réactive. J'ai noté les deux points de neutralité, c'est-à-dire le point de basculement entre le camp des acheteurs et des vendeurs. Vous voyez en fait que le RSI, la bascule s'est faite le 21 janvier. Ok. À partir du 21 janvier, le RSI a dit « hop, les vendeurs prennent le dessus ». Okay. D'ailleurs, on a un support qui s'est créé à cet endroit-là. Le MACD, quant à lui, regardez, il a été beaucoup plus réactif. Il a donné l'information que les vendeurs prenaient la main à partir du 12 janvier. Donc on a quand même quasiment 10 jours entre les deux. Donc on a vraiment une réactivité en termes d'indicateurs sur des mouvements de type haussier ou baissier en faveur du MACD. J'avais noté aussi un autre exemple ici. Ouais. Vous voyez ce mouvement haussier également. On a donc le cours monte, l'oscillateur RSI monte, le MACD monte. Par contre, vous voyez quoi? Vous voyez qu'effectivement, donc le point le plus haut, on peut dire que la fin de la tendance, elle s'est faite ici. Hein, okay. Même s'il y a eu une petite pause, un petit creux, on peut considérer qu'on était toujours ici, en fin de tendance haussière. On a commencé d'ailleurs à avoir des divergences que je vais expliquer tout à l'heure. Mais en tout cas, le point d'invalidation, c'est-à-dire le point où il y a la bascule des camps, encore une fois, le RSI, ça s'est fait le 16 novembre. On était ici. Le MACD, quant à lui, ça s'est fait le 9 novembre. Ok, donc il y a eu des divergences qui ont été notées. On voit par ailleurs que la divergence a démarré au niveau du MACD en premier avant de démarrer, avant de l'avoir ici sur le RSI. Donc on a vraiment, je pense, une utilité à utiliser le MACD et le RSI pour les combiner. Donc là c'était pour la partie, on va dire, réactivité du MACD versus RSI. On va regarder que le RSI, quant à lui, il est plus réactif sur des tendances de type range. Donc sur le range, je vais d'abord basculer sur l'ancien range, parce que du coup, comme ça s'est fait, ça explique mieux l'exemple. On était en juillet, mai, juin, juillet 2021 sur un gros range. Tout le monde s'en rappelle, c'était assez angoissant. Donc on a le haut de range ici, le bas de range ici. Donc ici, on a bien un support et ici, on a bien une résistance. Ok.
On avait un ascendant des vendeurs durant la quasi-totalité du range sur le RSI. Et on avait par contre sur du range, vous voyez le MACD, c'est un peu plus compliqué pour traduire un peu, parce qu'on avait tantôt l'ascendant des vendeurs, effectivement, et on avait aussi quand même les acheteurs qui se sont réveillés ici. Bon, là on le voit un peu plus timidement sur le RSI, mais bon, voilà. Voilà pourquoi le MACD dans les ranges, j'ai un petit peu du mal. Bon. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que à partir d'ici, le RSI nous a dit, hop, là, les acheteurs prennent le dessus. Effectivement, le MACD a donné son point de neutralité ici, mais bon, on peut dire aussi qu'il a donné ici, puis il a donné aussi ici, et ça n'a pas forcément donné grand-chose. Donc, on se focalise sur le RSI. Et en plus de ça, donc on a eu une belle poussée haussière, on est arrivé en haut de range avec une résistance, et à cet endroit-là, regardez ce qui s'est passé, on a réussi à rentrer en zone de surachat. Ça veut dire que le mouvement au niveau de la résistance, il a été beaucoup plus élevé que les moyennes précédentes. Ça veut dire qu'il y avait d'autant plus d'intensité au niveau de l'achat que d'habitude. Et c'est ce qui a permis de casser la résistance. On a fait un premier essai, invalidé. Deuxième essai, on l'a cassé. On était encore à nouveau en zone de surachat. Ok. Donc, pour moi, le RSI, sans appel, au niveau du range, il est beaucoup plus pertinent de l'utiliser. Là où le MACD, on n'aurait pas forcément bien pu traduire les mouvements sur ce range. Et du coup, je reviens sur le range en cours. Le conseil que je peux vous donner, c'est très simple, c'est quand on est sur support, attention, vigilance sur la zone de survente, où on a failli casser le support ici, et en résistance, vigilance sur la zone de surachat. Et jusqu'à présent, si vous regardez bien, on n'a pas eu de zone de surachat sur le haut de range. Il faudra vraiment, à minima, avoir une zone de surachat c'est-à-dire sur le haut de range au niveau de la résistance pour pouvoir avoir plus d'intensité et casser cette résistance qui est assez importante. Ok. Donc voilà pour l'utilité du RSI versus MACD sur le range. Donc avant d'aborder les divergences sur le cours, je préfère aborder les convergences. C'est des notions de base, donc attaquons par le commencement. Donc les convergences, c'est très simple. C'est quand le cours va dans le même sens que les indicateurs. J'ai illustré avec les figures là en bleu. Donc convergence sur le cours, quand le prix baisse, l'indicateur, l'oscillateur baisse, le MACD également. Ok. Et quand le prix monte ici, on a bien l'indicateur qui monte et également le MACD également. Ok. Donc ça c'est de la convergence, c'est quand les oscillateurs sont en convergence avec le prix, donc en accord avec le prix. Voilà, donc ça c'est très simple, mais il faut aussi l'aborder pour les débutants, que la vidéo soit la plus complète possible. Nous passons donc maintenant aux divergences. Passons aux divergences. Et avant de vous montrer sur le graphique comment les détecter, je voulais vous donner quelques indications sur la dénomination de ces divergences. Donc, on a vu la première utilisation, on va le mettre de côté. Ok. Deuxième utilisation, les divergences. Donc c'est très simple. Tout d'abord, il faut détecter les bottoms et les tops. Donc les bottoms, c'est les supports. Les tops, c'est les tops de marché, c'est-à-dire c'est vraiment la résistance, là où le cours va commencer à chuter. Ok. Donc sur les bottoms, on cherche les divergences haussières. Il en existe deux. La haussière, on va dire classique, et la haussière cachée. La haussière classique, c'est un lower low, higher low. Donc là, c'est en anglais, c'est les acronymes pour dire que... Alors le premier intitulé, ça correspond au cours. Ok. Donc là, c'est la courbe de prix. Et ensuite, là, c'est la courbe de l'indicateur. Ok. L'haussière cachée, vous allez voir, c'est higher low, lower low. Ok. Et ensuite, sur un top, on va traquer les divergences baissières. Même si vous pouvez faire du traquage de divergences haussières sur des bottoms, vous verrez qu'elles sont très très rarement validées. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer sur, dans des zones de bottom, on traque les haussières, parce que tôt ou tard, de toute façon, après un support, le cours remonte. Et sur un top, tôt ou tard, après avoir eu une poussée haussière, le prix chute. D'accord. Donc on cherche des divergences baissières sur un top. Ok. Donc, sur les baissières, c'est des higher high, lower high. Ok. Ensuite, sur les baissières cachées, lower high, higher high. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va basculer sur le graphique.
j'ai illustré quelques exemples. Donc, si on se met ici, graphique du BTC en l'historique, hop, voilà. Ici, j'ai détecté une divergence baissière cachée. J'ai remis l'intitulé, donc c'est lower high, higher high. Donc en gros, c'est quoi? C'est que ça, le cours, donc c'est le premier acronyme, c'est des hauts, des sommets de plus en plus bas. D'accord? Des lower high. Donc le high, c'est le sommet, et le lower, c'est qui fait de plus en plus bas. Ok? Et ensuite, l'indicateur, c'est higher high. Ça veut dire que c'est son sommet qui est de plus en plus haut. Donc là, on a une divergence baissière cachée. Elle indique un prix à la baisse. Et dans ce cas-là, il est valide parce que effectivement, une fois qu'on a vu les sommets diverger, on a eu une chute du cours. Okay, donc ça, c'est une divergence baissière cachée. Ensuite, on a une divergence haussière ici. On a une divergence haussière parce qu'on a du lower low, donc des creux de plus en plus bas, avec un oscillateur higher low. Ça veut dire qu'on a des creux de plus en plus haut. Donc là, ça diverge et elle indique une hausse du cours. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé après avoir validé cette divergence? Le cours est monté. On a par ailleurs une divergence haussière cachée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est une baissière cachée. Là, c'est une haussière cachée. Qu'est-ce qu'on a sur une haussière cachée? On a un higher low. Ok. Donc c'est qu'on a des creux de plus en plus haut avec un oscillateur des creux de plus en plus bas. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand on a quand on a cette indication de valide? Le prix monte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est monté. En plus, on était sur une compression avec une résistance qui a pété. Enfin bref. Voilà. Ensuite, on a une... Qu'est-ce que j'avais mis? Fin de tendance. Je vais un petit peu... Voilà. Ici, on a une divergence baissière. Hop. Donc, divergence baissière, higher high, donc les sommets de plus en plus haut. OK. Et l'indicateur lower high, des sommets de plus en plus bas. Vous les voyez? OK, ça indique quoi? Un prix à la baisse. Qu'est-ce qui s'est passé après la validation de ces deux sommets? Effectivement, le cours a chuté. Alors, il ne va pas donner une indication sur l'amplitude du mouvement. Par contre, il va aider justement sur la fin de mouvement et sur l'anticipation de mouvement, justement. C'est ça la clé, justement, de la traque des divergences. C'est de choper les moments où la tendance va s'inverser. OK? Donc, je pense que là, on a vu les divergences baissières. On a vu les divergences haussières cachées. On a la divergence haussière et la baissière cachée. Voilà, c'est les 4 types de divergences sur lesquelles on peut s'appuyer. En tips, j'ai bien noté chercher les divergences haussières sur des bottoms et chercher des divergences baissières sur des tops. Ok, c'est très important, ça va vous permettre de valider d'autant plus les divergences que vous allez pouvoir constater. Ok, donc voilà la partie anticipation des mouvements avec les divergences. Pour résumer, l'utilisation du RSI, je l'utilise plutôt en range, le MACD plutôt en tendance haussière ou baissière, ça vous l'avez compris. Ces indicateurs me donnent des informations sur la puissance d'un camp par rapport à l'autre et ils m'indiquent une potentielle fin de tendance grâce aux divergences. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner à l'utilisation de ces indicateurs et trouver celui qui vous correspond le mieux selon votre type de trading. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!